à faire et par la suite je redeviendrai comme avant. Voilà, c'est pour vous expliquer parce que sinon ça paraît bizarre. Voilà, à partir de là, revenons aux choses, disons, de vos affaires scientifiques. Vous avez eu une première partie du cours avec M. Lucelovic. Et vous avez étudié un certain nombre de cas de traduction dans l'histoire littéraire, n'est-ce pas? Bien. Dans cette deuxième partie du cours, nous allons nous intéresser à la poésie, comme d'habitude avec moi, et à des cas de traduction de poésie, notamment à un cas de traduction de poésie d'un poète connu du Moyen-Âge toscan, qui a fait époque pour les grands, très grands poètes anglais de la modernité et du modernisme. Et donc, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà écouté cette partie du cours que j'ai mise en ligne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous le ferez. C'est ce que j'avais mis en ligne la semaine dernière, qui était l'introduction à ce que je vais commencer à dire aujourd'hui. Alors, essentiellement, nous allons étudier le cas des traductions en anglais. C'est une longue histoire de traduction littéraire qui aura fait époque au XXe et encore qui continue de faire époque au XXIe siècle dans la poésie anglaise. C'est que à côté des traductions anglaises qui ont rendu célèbre Dante Alighieri dans le monde anglophone. Vous savez que Dante est un poète du Moyen-Âge italien qui aura beaucoup hanté la poésie anglaise et l'écriture littéraire anglaise. Mais ce n'est pas tout en fait, parce que dans l'histoire littéraire anglo-saxonne, et ce à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, un autre poète important vient hanter l'horizon littéraire anglo-saxon. Un poète qui jusque-là était inconnu et qui devient, disons, important, presque, oserais-je dire, non, assurément aussi important que Dante Alighieri. Et c'est une figure qui n'est pas distante de Dante Alighieri, effectivement, dans l'histoire, parce que c'est le poète qui est le meilleur ami de Dante dans la Toscane du XIIIe siècle et qui s'appelle Guido Cavalcanti. Dante Alighieri est le grand poète du XIIIe siècle toscan. Vous le savez, je vais écrire sur mon tableau. Dante Alighieri. Il écrit entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Guido Cavalcanti n'a pas la production littéraire de Dante Alighieri, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi productif que l'est Dante Alighieri. Il n'a composé rien de semblable à la Divine Comédie, rien de semblable à la Vita Nuova ou au De Vulgari Eloquentia. Il n'a écrit que 54 rimes. 54 rimes. Ce sont donc 54 poèmes qui deviennent de façon presque inattendue dans la seconde moitié du XIXe siècle un cas littéraire impressionnant. C'est-à-dire que tout à coup, la scène littéraire anglo-saxonne, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, commence à poser la question de savoir pourquoi ce poète de la seconde moitié du XIIIe siècle toscan, parce que Cavalcanti aura écrit dans la seconde moitié du XIIIe, c'est-à-dire à partir de 1250. Comment cela a été possible? C'est la question récurrente que pose la scène littéraire anglo-saxonne au XIXe siècle, qu'un tel poète n'ait pas eu un retentissement plus grand
avant le 19e. Donc c'est un vrai cas de découverte littéraire. Et ce, grâce à une première traduction de Dante Gabriel Rossetti. Poète anglais, peintre anglais, dont je vous ai déjà parlé un instant dans le cours de traductologie, connu pour avoir fondé avec ses camarades et son frère le groupe, la fraternité des pré-raphaélites, et qui vit un rapport symbiotique avec la biographie et l'œuvre de Dante Alighieri. Dante Gabriel l'usage du nom de Rossetti qui a été choisi par Rossetti lui-même, mais en réalité, au départ, ses prénoms étaient dans l'ordre inversé, et à un moment donné, Rossetti choisit de mettre Dante avant Gabriel parce que son amour pour Dante et son mimétisme à l'égard de Dante fait primer ce prénom dans son existence. Rossetti a donc un rapport mimétique à l'œuvre de Dante, et un rapport mimétique, pourquoi? Parce qu'il pense être pour le 19e siècle ce que Dante aura été pour le Moyen-Âge. Donc il considère qu'il existe une possibilité de vivre sa vie comme une œuvre d'art, et que cette œuvre d'art, elle aura été une vie semblable à celle de Dante Alighieri, mais transposée au XIXe siècle. Pour laisser entendre à l'auditoire anglo-saxon la beauté du Moyen-Âge italien, rappelons avant tout que dans la poétique pré-raphaélite, un trait prime sur tous les autres, c'est que selon les pré-raphaélites, pour retrouver une authenticité que l'histoire de l'art et de la littérature aura perdue, il faudrait revenir à un trait et à une façon d'écrire qui précède Raphaël, en peinture, mais également dans l'écriture littéraire. Et donc le pré-raphaélitisme, donc le mouvement pré-raphaélite, est ce mouvement qui prône la redécouverte d'un monde littéraire et pictural d'avant Raphaël. C'est donc une redécouverte massive du monde médiéval, avant tout, d'un point de vue épictural. Donc les pré-raphaélites sont à la recherche d'un trait qui précède le trait de la Renaissance italienne, premier élément. Et sur un plan poétique, c'est la redécouverte de tous les grands poètes du Moyen-Âge, notamment du Moyen-Âge italien. N'oublions pas que Rossetti est issu d'une famille italienne de réfugiés politiques et que son père est un grand littéraire, un spécialiste de Dante Alighieri notamment. Sa mère est également issue d'une famille d'intellectuels, de littéraires italiens. Et ils fondent une fraternité, celle des pré-raphaélites, mais lui-même est issu d'une famille nombreuse, de sœurs et de frères, qui sont tous traducteurs. Ils sont tous traducteurs de poésie, notamment de Dante, et pas seulement, et qui sont tous critiques littéraires également. Et ces deux sœurs, notamment Cristina Rossetti, est une grande référence pour la littérature anglaise du XIXe siècle. Vous ne trouverez pas un grand poète anglais du XIXe siècle qui n'ait pas en quelque sorte été en contact avec les sœurs de Dante Gabriel Rossetti, notamment une. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, sinon vous le ferez à l'avenir, mais les Brownings, qui sont aussi ce couple de poètes très célèbres du XIXe siècle, les Brownings étaient
sous la direction de la sœur de Dante Gabriel Rossetti qui dictait les modes de la critique littéraire au 19e. Donc vous voyez, c'est une famille de littéraires extrêmement importante dans le Londres de la seconde moitié du 19e siècle. C'est une famille influente qui dicte les modes de peindre et d'écrire. Rossetti, qui naît donc dans cette famille qui aime tant le Moyen-Âge italien, décide à son tour de traduire les grands poètes du Moyen-Âge italien depuis le XIIe siècle jusqu'au XIVe siècle. Et publie une anthologie de traductions de poèmes italiens du Moyen-Âge qui porte le titre de Early Italian Poets. From Ciullo d'Alcamo to Dante Alighieri. Nous sommes dans un cours de traduction dans l'histoire littéraire et là c'est le premier titre important que je donne pour vous. Cette anthologie est la plus grande anthologie lue dans la seconde moitié du 19e siècle sur la scène anglophone. Tous les poètes, tous les littéraires avaient cette anthologie entre les mains. C'est un fait littéraire, c'est ce qu'on appelle un fait littéraire. Vous voyez, une anthologie de traduction qui a un succès fou sur la scène littéraire de la seconde moitié du 19e. Si on est dans une histoire des traductions, il est important de marquer les événements importants de traduction. Que se passe-t-il? Rossetti, qui est une grande figure de la poésie de la seconde moitié du XXe siècle, publie au début des années 60, 1960, si je ne me trompe pas là, on va revoir, hein, je vais vous le dire précisément, mais il me semble que la date de parution de The Early Italian Poets, From Ciullo d'Alcamo to Dante Alighieri, la première parution, c'est de 1861. Cette édition paraît donc sur la scène littéraire londonienne chez Smith, Elder & Co. Et un peu dans la mouvance pré-raphaélite, c'est-à-dire que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la série sur les pré-raphaélites. Il y a une série télévisée merveilleuse. Allez la voir parce qu'elle vous aidera à comprendre comment fonctionne la seconde moitié du 19e anglais. Mais voilà, donc il faut imaginer qu'un peu dans la mouvance pré-raphaélite, c'est-à-dire que dans le Londres qui compte, on commence à poser la question avec les pré-raphaélites des raisons pour lesquelles l'histoire picturale anglaise est de plus en plus ennuyeuse. C'est-à-dire qu'on se rend à la Royal Academy, on regarde les peintures qui sont exposées toutes les semaines par les artistes attitrés de la scène londonienne de l'époque, et on est ennuyé. Il y a quelque chose qui ne va pas, les peintres se répètent. Et ce sont les pré-raphaélites qui posent les premiers la question de savoir comment va-t-on faire pour renouveler cette affaire, pour renouveler le capital imagé anglais, le capital d'image qui fonctionne sur l'imaginaire anglais. Parce que lorsqu'on parle d'imaginaire, ce qu'on entend par là, c'est l'ensemble des images, des textes, des slogans, des effets de mode, même des défilés de mode. Mais aujourd'hui, l'imaginaire est
beaucoup impressionné par la question de la mode. Si on parle de l'imaginaire contemporain, on est obligé de passer par des questions de mode. Mais la question de la mode naît notamment aussi au 19e siècle et encore sur la scène londonienne. Mais bien plus tôt que sur la scène parisienne, il faut le dire. Et parce que la mode des dandys, on a tendance à penser que c'est une affaire du 19e français, c'était une affaire du 19e en la même chose. Le Joyce de jeunesse, c'est un Joyce poète qui écrit des poèmes, notamment un recueil qui porte le titre de Chamber Music, musique de chambre. Et ce sont des poèmes écrits à la façon de Dante. Un peu comme le prônait Dante Gabriel Rossetti. Parce que Rossetti est aussi l'inspirateur de Joyce, vous voyez. C'est-à-dire que le jeune Joyce, le jeune Pound, sont tous dans la hantise du modèle rossettien. Et puisque le modèle rossettien, c'est Dante, parce que Rossetti, c'est le Dante du 19e siècle, tous les jeunes écrivains importants de la première moitié du XXe siècle anglais se sont mis dans la hantise de Dante, volontairement dans la hantise de Dante. Donc le jeune Joyce est un dentiste. Il est à l'université à Dublin et tout ce qu'il fait, c'est étudier Dante, étudier l'italien, désirer partir en Italie, et il part en Italie. Il apprend l'italien. Une grande partie de la vie de Joyce se déploie en Italie. Et ce parce qu'il aura été hanté par Dante. Vous voyez, donc son rêve aura toujours été celui de partir en Italie. Et lorsque Malatesta, qui est un écrivain italien du XXe siècle, lui demande de traduire le premier chapitre de Finnegan's Wake en italien, de le traduire lui-même, puisque Joyce était capable de se traduire en italien. Dans la préface à sa propre traduction, Joyce écrit que Padre Dante me pardonne. J'ai imité sa façon d'écrire un fleuve de mots qui vous endort de bonheur. Vous voyez? Donc Joyce dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est imiter la façon d'écrire de Dante. Un fleuve de mots qui vous endort de bonheur. Pound est donc conscient de n'être pas dans l'originalité absolue lorsque il se met dans la hantise de Dante. Vous voyez, donc quand il joue dans la hantise de Dante. Il n'est pas original parce que Joyce est dans la hantise de Dante, Beckett est dans la hantise de Dante, Yeats est dans la hantise de Dante, enfin, tout le monde est dans la hantise de Dante. Le monde anglo-saxon est hanté par Dante. Il n'y a donc là rien d'original à jouer dans cette hantise, bien qu'il soit nécessaire, parce que pour jouer dans le rang des plus célèbres, il faut jouer avec les mêmes... les mêmes ressorts, les mêmes outils. Oui, bien sûr, les mêmes règles. Il faut connaître les règles du jeu. Donc, à minima, il faut connaître Dante. Mais Pound, qui est tout de même le plus, le plus foisonnant de tous, c'est d'ailleurs celui qui va protéger tous les autres. Si Joyce gagne le procès sur l'Ulysse, c'est grâce à Pound. Si T.S. Eliot, qui lui aussi est dans la hantise de Dante, sort de la dépression qui le saisit immédiatement après être sorti de la composition de The Wasteland, qui est le poème le plus connu de T.S. Eliot, c'est grâce à Pound. Pourquoi? Parce que T.S. Eliot se trouve dans une situation difficile. Il a décidé de s'échapper lui aussi à sa famille américaine, donc il s'expatrie à Londres. Il épouse dans une confession différente que la sienne, donc contre le désir de sa famille, qui décide de ne pas l'aider économiquement. Et pourtant, il vient d'une famille aisée. Il se retrouve donc à Londres avec une épouse qu'il a épousée pour contrecarrer sa famille, dont il n'est pas peut-être plus épris comme au départ, mais qu'il faut
Enfin, donc il faut subvenir les besoins. Et T.S. Eliot, qui est un grand poète, se met à travailler à la banque. Et le travail de banque, du matin au soir, toujours les mêmes choses, avoir affaire avec les clients, compter l'argent, le fait verser dans une dépression dont il n'est pas capable de sortir. Et pourtant, Pound dit, c'est un grand poète, le plus grand de nous tous, il faut l'aider. Et c'est Pound qui œuvre auprès de tous les mécènes de son époque, toutes les dames branchées américaines et londoniennes, pour créer une bourse d'études pour T.S. Eliot, pour que T.S. Eliot arrête de travailler à la banque et se remette à écrire. Vous voyez le personnage que c'est Pound. Pound est ce personnage qui, tout en écrivant une œuvre gigantesque, tout en étant le grand critique littéraire qu'il est, c'est aussi le personnage qui s'occupe de tous les frères et sœurs poètes et écrivains de son époque. C'est la grande figure de la première moitié du XXe siècle, avant malheureusement qu'il bascule dans la psychose et ce vers la Seconde Guerre mondiale, et ça on le sait tous. Pound est le père de tous les poètes anglais, le père de tous les écrivains en langue anglaise. C'est lui qui sauve tout le monde, c'est lui qui s'occupe de chaque vie singulièrement. Eh bien, Pound dit, je ne serais pas si original que cela si je me mettais comme les autres à aimer Dante. Une chose est sûre, c'est qu'il faut aimer le Moyen-Âge italien. Mais c'est Rossetti qui a fondé la mode par son anthologie. Il faut aimer le Moyen-Âge italien, il faut aimer les poètes italiens, mais il y en a un qui est plus grand que tous les autres, il est même plus grand que son meilleur ami, c'est Guido Cavalcanti. Et donc, très tôt, dès 1910, Pound fait paraître un premier recueil de traduction de Cavalcanti qui porte le titre de Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais si je ne vous l'ai pas dit, il va falloir que je le redise. Pourquoi là, il n'utilise pas le signifiant anglais? Pourquoi il utilise le signifiant italien à votre avis? Attention, hein, la ballade anglaise, écrite ballades, les ballades anglaises, elles sont de tradition germanique ou norroise, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans une tradition poétique des pays germaniques, du nord de l'Occident. Enfin, on a toujours ce problème avec l'Occident. Et les ballades, c'est un genre poétique qui trouve son origine dans la poésie occitane, mais dans tous les cas qui appartient à la tradition romane. Donc, Pound ne va pas pouvoir traduire le terme de ballata en anglais, parce que s'il le faisait, il tomberait dans un genre littéraire qui est déjà pris par une autre forme. Donc là, on est en plein dans un transfert culturel qui passe tel quel, c'est-à-dire que si vous dites en anglais ballata, on entend la tradition romane. Alors que si vous le dites avec le terme anglais, on entend la tradition germanique. Donc, il publie en 1910 Sonnets and Ballades, mais c'est la première version, qui n'est pas la dernière, puisque pendant 4 décennies, Pound travaille à faire paraître 2 autres anthologies de Guido Cavalcanti. Alors, ce qui est intéressant, je vous donnerai tous les détails aussi par écrit avec toute la liste des éditions, mais ce qui est intéressant, c'est que Pound est capable presque de se ruiner économiquement pour faire paraître Cavalcanti en anglais.
c'est sa mission poétique première. Il dit le monde anglo-saxon perdrait tout s'il ne connaissait pas Cavalcanti. Et donc, il conçoit progressivement 3 projets d'anthologie de Guido Cavalcanti. Mais il est tellement endetté auprès de Dante Gabriel Rossetti, comprend tellement que c'est Dante Gabriel Rossetti qui ouvre la voie de la poésie du XXe siècle, et ce par la traduction, qu'il propose à un éditeur italien, l'Aquila Edizioni, de faire une gigantesque édition de Cavalcanti. Écoutez ça, écoutez le projet. Alors, il veut prendre une édition de Cavalcanti, mais il veut la photographier. Il veut prendre une édition de Cavalcanti du XVIe. C'est très étrange, ce choix que Cavalcanti a d'aller piocher dans cette édition vénitienne de Cavalcanti du XVIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une édition qui n'est pas du tout conforme au manuscrit, qui à son époque avait déjà été découvert par les médiévistes qui avaient travaillé sur Cavalcanti et qui avaient trouvé des versions plus exactes des poèmes de Cavalcanti dans leur acception première. Or, il faut comprendre que pour les textes du Moyen-Âge, si Cavalcanti avait composé dans la seconde moitié du XIIIe siècle, ce n'est pas cette version-là qui parvient à nous. Les premières versions écrites de Cavalcanti qui nous parviennent, par exemple, elles sont aux alentours du XIVe siècle. Mais elles sont déjà plus fidèles que celles que Pound choisit, qui est une édition vénitienne du XVIe siècle, et qui lui plaît parce qu'il trouve qu'en italien, elles sont plus jolies. Vous voyez, bon, il a même un goût pour l'italien. Alors, ça lui a valu de la part des philologues. Les philologues, c'est les médiévistes au sens espagnol ou italien, c'est-à-dire ceux qui font des études de philologie. Ça lui a valu auprès des philologues italiens une guerre qui a duré tout le long de sa vie, mais par la suite aussi tout le long de sa mémoire. Parce que toutes les fois où on essaye de dire que de toute façon Pound a fait un doctorat, a fait des études de philologie, on reproche à Pound de ne rien comprendre à la philologie. Eh bien, lui, il décide que son anthologie allait comprendre des photos, enfin presque des photographies, des reproductions à l'identique d'une édition vénitienne de Cavalcanti du XVIe siècle. Enfin, c'était une édition en 3 colonnes. Une colonne avec la traduction de Dante Gabriel Rossetti, parce qu'il dit qu'en matière de traduction, Dante Gabriel Rossetti est sa mère et son père. Il le dit dans la première préface de son Etienne Ballate. Et puis, il décide de mettre à côté l'une de ses traductions. Mais il faut comprendre alors, que lorsqu'on travaille sur les archives de Pound, on est impressionné par le nombre de versions des poèmes de Cavalcanti qu'il a pu accomplir tout le long de sa vie. On en trouve une infinité. Donc, à un moment donné, il choisit parmi toutes ces traductions un certain nombre, vous voyez, des traductions qui vont paraître dans cette gigantesque anthologie de Cavalcanti, publiée en anglais en Italie. Comme si en Italie, il y avait, dans la première moitié du XXe siècle, suffisamment de lecteurs de Cavalcanti pour pouvoir lire Cavalcanti en anglais. C'est un choix incompréhensible, mais c'est l'éclectisme de Pound qui s'imagine qu'une fois publiée, cette édition, elle sera envoyée à tous ses amis écrivains de partout dans le monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans les pays anglo-saxons. Il paye de sa propre poche cette édition, et je peux vous assurer que pour l'époque, elle coûte très cher. Lui-même, Pound, il n'a pas d'argent, hein. Il est obligé de se marier, second mariage, avec une femme extrêmement riche pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, parce que il est désargenté. Mais il donne tout ce qu'il a pour faire paraître Cavalcanti en anglais en Italie, et la maison d'édition subit un incendie qui fait
qui incendie tous les tirages de l'édition. Il ne reste presque rien. Dans les archives de Pound, on a les épreuves de cette édition. Donc il se réengage en payant de sa propre poche pour une nouvelle édition de Cavalcanti en anglais, toujours à faire paraître en Italie. Cette fois-ci, il n'a pas l'argent pour mettre à nouveau Rossetti au milieu. Donc il met seulement l'original en vis-à-vis et ses propres traductions. Et c'est plus ou moins cette édition-là qui permettra à la seconde moitié du XXe siècle anglais de connaître véritablement Cavalcanti. Cavalcanti appartient de cet acte qui est un acte de grande générosité poétique de la part de Pound. C'est-à-dire qu'il consacre sa propre vie à la découverte d'un poète qui jusque-là avait été considéré comme minime par rapport à la grandeur de Dante. Vous voyez, Cavalcanti n'était pas connu, même pas, essentiellement, même pas dans la critique italienne jusqu'à cette époque-là, vous voyez. Cavalcanti devient tout à coup la grande référence mondiale de la poésie. La seconde moitié du XXe siècle, elle est toute, pour la poésie anglaise, en connaissance de Cavalcanti. Vous ne pouvez pas prendre un seul grand poète nord-américain ou latino-américain, je parle notamment de la scène brésilienne, sans que vous ne trouviez des citations de Cavalcanti. C'est vraiment la grande référence. Il est aussi grand que Dante pour la seconde moitié du XXe. Et vous voyez, cela à nouveau, Cavalcanti est canonisé. Il rentre dans le canon littéraire du XXe siècle. Il rentre dans ce canon littéraire et tous les grands poètes en langue anglaise commencent à réfléchir avec l'idée que Dante n'était pas tout seul sur la scène florentine. Et au fond, Dante même le raconte parce que dans La Vita Nuova, qui est le récit autobiographique de la vie de Dante jusqu'à ce qu'il ne décide de décrire la Divine Comédie et que donc il ne passe à, vous voyez, à une nouvelle vie qui est le moment de la composition de la Divine Comédie. La Vita Nuova est en réalité, entre autres, non seulement le récit de la part de Dante, de ses rencontres avec Béatrice, l'être qu'il aime et qu'il n'a pas vu beaucoup, enfin, les rencontres entre Dante et Béatrice, elles sont en tout 5-6. Dante la voit une première fois dans la rue, quand ils sont adolescents. Dante la voit à plusieurs reprises, 3-4, à l'église. Dante la voit à nouveau en rêve après sa mort. Donc, c'est essentiellement, oui, il la voit aussi, et ça c'est un moment célèbre de la vie de Dante, il la voit à une fête. Il la voit à une fête, mais cette histoire, je vous la raconterai plus tard, parce que c'est une histoire intéressante pour l'histoire de la poésie, et surtout pour une histoire féministe de la poésie. Donc, bon, peut-être tout à l'heure je ferai une parenthèse et je vous la raconterai pour vous montrer à quel point en réalité, si nous avons un combat sur la place des femmes en Occident, ce combat, ce serait de revenir presque à la place que la dame jouait sur la scène médiévale. Elle était à un tel point puissante sur la scène médiévale que si jamais le féminisme parvenait à obtenir pour les femmes une reconnaissance semblable à celle qu'on a connue en fait, et qu'on sait, et que l'on a détruite, eh bien tous les combats du féminisme seraient gagnés. Vous voyez ? Donc cette histoire, il faut absolument que je vous la raconte, mais dans 5 minutes. Donc Dante ne voit Béatrice que 5-6 fois, notamment à une fête où Béatrice lui fait la tête et donc il est absolument
triste, et c'est là où il interroge les dames de son temps. Mais en réalité, la Vita Nuova de Dante, ou Vita Nova, comme vous voudrez l'écrire, hein, Vita Nova. Nova, vous pouvez écrire aussi Nuova comme ça, selon l'exception qui le plus vous plaît. Là, la Vita Nova. C'est la vie nouvelle. Dans ce récit autobiographique, Dante aura expliqué à quel point c'est Cavalcanti son maître. Donc, l'action poétique de Pound aura été d'aller chercher le maître de Dante, celui qui lui aura appris à composer des poèmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Pound considère que Cavalcanti est à placer plus haut que Dante dans le panthéon des revenants de la poésie. Appelons-les les revenants. Les revenants, ce sont les fantômes qui nous hantent, ceux avec qui on écrit, ceux que l'on cite, ceux qui nous font réfléchir. Bien. Alors, toujours dans la Vita Nuova. La Vita Nuova est un texte extrêmement important pour le féminisme. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, Dante, vous le savez qu'au Moyen-Âge, les poètes ne pouvaient pas tomber amoureux des dames qui n'étaient pas mariées. Ça, vous le savez. Non ? Tous les poètes du Moyen-Âge, lorsqu'ils se cherchent un objet à chanter dans la poésie, vont chercher une dame mariée. Alors, ce n'est pas une question, c'était comme une règle sociale à l'époque. Les poètes devaient chercher une dame qui était déjà mariée. Pourquoi ? Parce que c'était la seule condition qui permettait un contrat qu'en occitan on appelle assage. Et qui est une affaire qui remonte à la période médiévale. À la période occitane. Je vous ai déjà raconté cette affaire sur l'assage. Voilà. Donc, il y avait une question pour le dire en termes lacaniens, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel de Lacan, cette phrase qui est incompréhensible pour tous ceux qui ne font pas de psychanalyse, c'est une phrase célèbre du séminaire 20. En fait, elle est tout à fait compréhensible si on se réfère, si on prend les références littéraires du séminaire 20, Lacan est en train de parler du XIIIe siècle toscan, de l'époque des troubadours avant le XIIIe siècle toscan, et pour qu'il y ait amour au Moyen-Âge, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il y a un contrat. L'amour est extra-conjugal au Moyen-Âge. Ce qui est conjugal, c'est le sexe. C'est clair ? Donc, ça permet aussi de s'interroger sur une certaine moraline, comme l'appelait Nietzsche, qui est la nôtre d'aujourd'hui, où on pense que sexe et amour vont de pair. En fait, ça, c'est une affaire de l'Église catholique pour l'Occident. L'Église catholique qui d'ailleurs était opposée au mouvement troubadouresque, essaye de rallier la question de Eros et Agapé, qui au départ, dans la civilisation occidentale, était complètement scindée. Donc, du côté d'Agapé, c'est-à-dire de l'amour que l'on appellerait sentimental, l'amour tendre, cet amour tendre, il est dans la tradition poétique, il naît dans la tradition poétique, il n'existe que de la tradition poétique en Occident. Donc, tous les poètes du Moyen-Âge, pour être dans Agapé, se doivent de choisir une dame qui est mariée. Béatrice est donc mariée, Béatrice, la Béatrice de Dante. Et Dante ne veut pas non plus que Florence découvre leur amour comme un amour qui soit en dehors de l'amour poétique. C'est-à-dire que Dante a peur que l'honneur de Béatrice se soit taché, et pour la protéger, il s'invente une nouvelle fiancée. C'est-à-dire qu'il fait courir le bruit d'avoir une fiancée.
pour pouvoir protéger l'image de Béatrice. Mais Béatrice apprend, comme toute Florence, que Dante a une fiancée. Et elle est horriblement vexée, parce qu'en réalité, le contrat entre un poète et une dame, c'est que le poète, il ne peut pas s'adonner à quelqu'un d'autre qu'à sa dame. Donc il fait une sorte de vœu de chasteté amoureuse, vous voyez. Et alors, à une fête de mariage, à laquelle Dante se rendre dans l'espoir de pouvoir voir Béatrice ôte le regard, c'est-à-dire tourne le regard, elle s'en va dans une autre chambre. Ne regarde même plus Dante. Oui. C'est très intéressant de savoir cette jeune, et je pense que en sens donné que le mariage, c'est l'assassin de l'amour. Donc je pense que les poètes essayent de trouver un autre amour hors de mariage traditionnel. Oui, alors, c'est une vraie problématique, enfin, pour les spécialistes du Moyen-Âge, que celle de laisser entendre comment cela se passe sur un plan politique au Moyen-Âge, l'affaire du mariage. La question de la possession sexuelle est, d'un point de vue juridique, tout ce qui compte pour la noblesse médiévale en termes de possession. C'est-à-dire que la dame au Moyen-Âge, elle est tout à fait libre de dire « je n'aime pas mon mari, mon cœur, je le donne à un poète ». Ça, d'un point de vue juridique, ça ne pose aucun problème au Moyen-Âge, il faut que vous le sachiez. Tout ce qui compte, c'est cette épreuve, la sage, c'est-à-dire le fait que ça soit évident qu'entre le poète et la dame, il n'y a aucun commerce sexuel. Pourquoi ? Alors, parce que le premier mouvement poétique en langue vulgaire en Occident, qui est le mouvement des troubadours, est un mouvement qui essaye d'émanciper la société du rythme que l'Église imposait à la société du Moyen-Âge. Parce que l'Église, elle avait non seulement le pouvoir spirituel au Moyen-Âge en Occident, mais elle avait également le pouvoir temporel. C'est-à-dire que l'Église décidait de l'organisation sociale et spirituelle. Toute la noblesse était redevable à l'Église des richesses et même de l'organisation du pouvoir politique. Le mouvement troubadouresque naît grâce aux faveurs d'une figure politique extrêmement importante pour la France, qui est Guilhem IX d'Aquitaine. Guilhem IX d'Aquitaine est le premier prince qui s'oppose au pouvoir de l'Église en faisant naître les cours d'amour. Et les cours d'amour, ce sont le premier exemple occidental d'une société qui ne soit pas rythmée par le calendrier, par les heures. Les heures, c'est le calendrier catholique, c'est-à-dire les heures de prière, les jours de repos. Tout ça, au Moyen-Âge, était le b.a.-ba de la vie de tous les jours. Le peuple au Moyen-Âge ne suivait que ce qui était dicté par l'Église. Et les pauvres étaient absolument asservis à l'Église. Et les pauvres et les riches d'ailleurs. Guilhem IX d'Aquitaine fait naître le trobar comme proposition d'une société affranchie du pouvoir de l'Église et met la dame au centre de la société à la place de l'Église. C'est-à-dire que la dame a les mêmes attributs du Christ. Elle est faite de lumière, on ne peut pas la toucher, on ne peut que l'honorer, on ne peut que la chanter. Et c'est la dame qui donne le rythme des fêtes. Vous voyez, c'est la dame qui dit aujourd'hui la chasse, demain le tournoi, après la danse. C'est la dame qui dit qui sont les chevaliers,
qui est le plus galant, le moins galant, celui qui suit le plus les règles de la courtoisie. C'est la dame qui invente la courtoisie. Avant la période troubadouresque, l'Occident était un lieu brutal. Vraiment brutal. Le 9e, 10e siècle était une époque terrible pour la société. Il n'y avait aucune organisation sociale, du point de vue et sexuel, et moral, et ainsi de suite. C'est la dame qui organise la vie occidentale, et ce, en opposition à la vie de l'Église. Donc, à partir du XIIe siècle, il y a une sorte de scission. Il y a la croyance en le mariage, qui est l'union indissoluble d'éros et agapé, mais il y a aussi le modèle courtois, qui est la question d'un cœur appartenant à l'être aimé, qui est celui qui compose des poèmes. Et dans la vie de tous les jours, en fait, cet être aimé est aussi encore toujours celui qui compose des poèmes. Parce que lorsqu'on tombe amoureux, on tombe amoureux de la forme que l'être amoureux donne à notre vie. Et ça, essentiellement, c'est un héritage que l'on a de l'époque courtoise. Vous voyez ? Parce que si on devait être dans le diktat catholique de l'Église romaine, eh bien, on dirait que même le cœur doit se plier au vouloir de la procréation. C'est l'époque courtoise qui scinde la procréation et le sentiment. C'est ce moment-là qui est un moment très important de l'histoire occidentale. Cette skise. C'est à partir du XIIe siècle que l'on mène une critique à ce que Nietzsche plus tard appellera la moralie, vous voyez. Bien, donc je reviens à Dante, j'ai seulement 5 minutes, pour vous dire que donc Béatrice détourne le regard, ne veut plus le voir, elle est jalouse, elle est blessée, ce qu'on voudra. Dante tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes dans cette fête de mariage et ce sont les dames qui accompagnent également Béatrice qui vont le secourir. Et en se levant, il raconte avoir composé un poème qui porte le titre, enfin, qui commence par un vers célèbre qui est Donne che avete intelletto d'amore, dame qui avait intellect d'amour, qui possédait l'intellect d'amour. Et ainsi faisant, dans ces vers, Dante consacre la compréhension intellectuelle, parce que amour et intellect au XIIIe siècle, ça coïncide pour des raisons liées à l'avéroïsme. Dante consacre la dame dans l'univers intellectuel, à jamais. C'est-à-dire que si on a un slogan féministe à se rappeler entre nous, même pour les hommes, c'est à se souvenir que le grand poète Dante a confié l'intellect aux dames, la possession de la connaissance. C'est quelque chose dont il faut qu'on se souvienne parce que tout ce pourquoi on se bat aujourd'hui, ce sont des choses que le Moyen-Âge a déjà connues et pour lesquelles il a déjà gagné comme époque. Donc, dans cette Vita Nuova, et ce sera la conclusion de mon cours d'aujourd'hui, Dante ne raconte pas seulement la vie qui lui a fait connaître Béatrice avant la mort de Béatrice, mais il raconte de l'amitié avec Cavalcanti et il explique pourquoi Cavalcanti, en quelque sorte, a été son guide dans l'apprentissage de la composition des poèmes. Et donc, Pound, en allant chercher Cavalcanti, montre d'être un dentiste plus fort que les autres, parce qu'il connaît tellement bien Dante qu'il sait que Cavalcanti est le maître de Dante. Et donc, en allant proposer au canon littéraire du XXe siècle Cavalcanti, il va proposer quelque chose de plus puissant que Dante. Celui qui aura appris à Dante à composer des poèmes. Et c'est aussi en réalité, à la différence de Dante, on dit que Cavalcanti est le poète le plus intellectuel de l'Occident. C'est le poète qui a véritablement posé la question, la seule, qui depuis Platon nous hante, est-ce que le logos est en dehors ou à l'intérieur de la poésie? Est-ce que l'intellect
est une affaire uniquement de philosophie ou c'est également une affaire de poésie ou de littérature? Et c'est Cavalcanti qui pose cette question-là. Le premier, l'unique peut-être, qui pose cette question-là, parce qu'après, tous ceux qui la poseront après lui ne feront que citer cette problématique. Alors, je m'arrête là. Pour aujourd'hui, disons que ça a été à nouveau un cours d'introduction, je ne fais qu'introduire les introductions, mais pour aujourd'hui, vous vous souviendrez de la date fondamentale de l'anthologie de Dante Gabriel Rossetti et du fait que Pound, à partir de cette anthologie, réinvente le canon poétique du XXe siècle, parce qu'il trouve dans cette anthologie un poète qui est l'ami, le meilleur ami de Dante, mais qui a été aussi son guide, et le propulse sur la scène anglo-saxonne et le fait lire à tous les poètes anglo-saxons du XXe siècle. D'accord? Et je pense que c'est déjà ça, c'est-à-dire que si vous connaissez cette histoire-là, vous possédez la poésie du XXe siècle en langue anglaise. C'est une histoire c'est une histoire en traduction, vous voyez? C'est-à-dire que c'est la traduction qui fonde le canon poétique anglo-saxon au XXe siècle.